Thibaut, merci beaucoup d'être avec moi ce matin. Donc, on va sauter tout de suite dans le vif du sujet. Donc, tu es en fait l'auteur de Mangaka, une série en 4 tomes, dont les 4 tomes en fait vont paraître à l'intérieur même de l'année 2024. Le premier opus est déjà en librairie au Québec là, depuis le 6 février dernier. Dans ce premier tome, on va suivre Asuka, qui est une jeune dessinatrice de manga qui voit en fait sa vie complètement chamboulée par son entrée au lycée, donc l'équivalent en fait de l'école secondaire chez nous. Sa relation avec sa meilleure amie va s'embrouiller. Il y a un mystérieux garçon du nom de Cloud qui va s'intéresser étrangement à elle. Et en fait, son père va l'inscrire en secret au Ranjori, donc le plus grand concours de mangaka au pays. Et tout ça avec trame de fond, une enquête policière, alors que plusieurs jeunes femmes sont retrouvées à moitié mortes, exsangues, vidées de leur sang sur les docks d'Osaka au Japon. Et à travers l'histoire, on se rend compte que peut-être qu'en fait, que ce que dessine Asuka aurait une influence sur la réalité. Donc, on a ici en fait le début d'une aventure qui est probablement beaucoup plus sombre et plus fantastique qu'il n'y paraît. Dis-moi, Thibaut, peux-tu nous raconter un petit peu la genèse de ce grand projet en 4 volumes? Oui, c'est un texte que j'ai écrit dans le cadre de ce qu'on appelle en France le feuilleton des incos. Et alors, c'est assez marrant parce que j'ai retrouvé le petit opuscule qu'ils ont édité à Wow. la suite. Donc, il s'agit d'un texte de 200 pages à peu près, que je devais écrire par chapitre tous les 15 jours. Et donc, tous les 15 jours, j'écrivais un chapitre et tous les 15 jours, je répondais aux questions des classes. Il y avait une quinzaine de classes inscrites à l'opération, à peu près 500 élèves, quelque chose dans ce style-là. Et on atterrit à la fin avec un livre voilà, qui fait 200 pages, tandis que mon projet qui sort actuellement chez Casterman en fait à peu près 1000, quelque chose dans ce genre-là. Et le processus était le suivant, en fait. À chaque fois que j'écrivais un chapitre, les élèves commentaient ce que j'écrivais. Alors, il y en a beaucoup qui me disaient, ah, c'est très bien, continuez, continuez, et d'autres qui me posaient des questions plus précisément sur la création, sur la narration, sur la construction des personnages. Toute question légitime quand on se met à écrire un texte, quel qu'il soit. Et moi, ça me forçait à réfléchir à ma pratique de l'écriture, mais vraiment dans les cordes, hein, tous les 15 jours, où voilà, je recevais 15 mails auxquels il fallait répondre, et ça prenait quelques heures à chaque fois, pour réfléchir à ma propre pratique de l'écriture. Et en fait, ça vous pousse à vous remettre en question fatalement, à vous demander si vous avez fait les bons choix. Quand on écrit un roman, on se demande toujours si on fait le bon choix, si on prend le bon chemin, si à la croisée des chemins, on est capable de choisir le bon embranchement. Et ça a permis de réfléchir vraiment à ça de manière très intensive. Parfait. En fait, peut-être tout simplement mentionner que c'était des élèves là, autour de 13-14 ans qui Oui, avec qui tu as échangé. Et en fait, au bout de ce travail-là, là, de plusieurs semaines avec les élèves, tu as abouti avec ce texte de 200 pages que tu as retravaillé avec Clémence, ton éditrice chez Casterman, pour en faire un 4 tomes. Donc, on est passé quand même dans un format beaucoup plus volumineux. Euh, pour reprendre tes propres mots quand on s'est rencontrés là, en début de semaine, tu décris en fait le premier opus de Mangaka comme un roman d'apprentissage, un roman de construction et reconstruction. Qu'est-ce que tu veux dire par là? les 4 tomes en réalité montrent le cheminement d'Azuka dans sa construction en tant que jeune femme. En réalité, puisque quand on commence le roman, elle doit avoir 13 ou 14 ans, et puis au fur et à mesure, elle apprend ce que c'est que de passer vers l'âge adulte et toutes les problématiques qui, dans une certaine mesure, y sont liées. Alors, c'est pas vraiment un passage vers l'âge adulte, mais il y a beaucoup de méfiance vis-à-vis des adultes dans ce roman-là. Elle veut garder son âme d'enfant, mais en même temps, elle s'aperçoit dans une certaine mesure aussi que c'est loin d'être aussi facile et que le monde qui l'entoure est relativement cruel. Et elle, ce qu'elle voudrait, c'est devenir mangaka, donc quelqu'un qui dessine, quelqu'un qui reste dans une certaine mesure dans le rêve, dans la fiction, alors que les jeunes femmes au Japon sont à 50% destinées à devenir office lady et à 50% femmes au foyer. Donc on a affaire à une
une vraie problématique de vie, un vrai choix de vie pour elle, en tout cas, quand elle arrive au lycée. Qu'est-ce qu'elle va faire de son lycée? Est-ce qu'elle est là juste pour rencontrer un beau garçon et se marier? Est-ce qu'elle est là pour faire des études de lettres et de poésie comme beaucoup de jeunes femmes au Japon et puis finalement ne rien en faire et devenir office lady? Est-ce qu'elle va essayer de continuer à dessiner? Bon, donc elle est face à la croisée des chemins en réalité. Et à ce moment-là, elle perd sa meilleure amie, enfin sa meilleure amie se détache d'elle, avec sa meilleure amie, elle dessinait un manga en réalité. Elle, Asuka dessinait, Ina scénarisait. Elle perd sa scénariste et elle ne sait pas écrire une histoire, et elle se demande comment elle va faire. Donc on a affaire à une sorte de guerre interne en réalité où on est très souvent plongé dans le point de vue d'Asuka, et Asuka est menée à se demander comment elle va faire pour relever pour sortir la tête de l'eau en réalité, alors que le monde autour d'elle est en train d'essayer de l'engloutir constamment, sous une espèce de chape dont elle n'a aucune envie. Voilà, donc elle va, au cours de ces 4 tomes, elle va essayer d'apprendre à devenir un meilleur être humain, tout en se défiant des codes que la société essaie de plaquer sur elle. Très intéressant. Écoute, parlant de code, avec Mangaka, en fait, tu as créé un univers qui est digne des très, très grandes sagas de manga dont nos jeunes raffolent tant en ce moment. Comment es-tu arrivé à traduire, en fait, les codes du manga, qui sont très, très visuels, dans ton roman, qui est en fait, qui passe à l'écrit? Alors, pour commencer, j'ai mené un travail de documentation et le travail de documentation, ça a constitué, ça a consisté, pardon, en lire du manga. Beaucoup de mangas. J'ai fait le compte, hein, entre 75 000 et 80 000 pages de manga en un an et demi, quelque chose comme ça. Donc, je me suis nourri en fait des codes du shonen, de ce que c'est qu'un bon shonen, un bon seinen aussi, parce que il faut pas exagérer, je lisais aussi pour le plaisir. Et moi, je fais pas partie de la tranche d'âge shonen, évidemment. Mais ça m'a permis d'apprendre énormément de choses sur le Japon, sur la vision des femmes, entre autres, au Japon, et puis aussi sur l'intrigue et le traitement des personnages. Or, ce qui ressort quand on lit du shonen, on s'aperçoit que l'intrigue en général, c'est pas qu'elle est bâclée, mais à force de vouloir trouver de l'originalité, en fait, les mangaka inventent des intrigues qui tiennent un peu du grand n'importe quoi, très fantastique, enfin voilà, très loin du réalisme en fait. Et la grande force du shonen, par contre, ce sont les personnages. Donc autant que possible, j'ai essayé de mettre en scène au fil des 4 tomes, hein, pas seulement du premier, mais au fil des 4 tomes, j'ai essayé de mettre en scène un monde qui allait être complètement bouleversé. Donc là, on rejoint le code du shonen où on a souvent affaire à un bouleversement d'ordre quasi mondial, hein, c'est très fréquent. Et en même temps, j'ai voulu créer une galerie de 4 personnages qui étaient donc les protagonistes et au devant de l'action. Et comment j'ai fait pour retranscrire les codes du manga? Bah, après m'en être nourri, j'ai essayé, voilà, parce que je ne faisais pas que lire, je théorisais en même temps que j'étais en train de lire. Et cette théorie, ces idées, j'ai essayé de les infuser dans mon texte autant que possible. Bon, a priori, d'après les premiers retours de lecture qu'on en a, c'est plutôt réussi, hein. J'ai déjà lu quelque part que l'écriture était très visuelle. Je prends ça pour un marqueur de réussite pour le coup. Ben, écoute, je seconde tout à fait. En fait, on sent vraiment l'atmosphère, le rythme. On voit en fait le manga défiler sous nos yeux là, à la lecture du roman. Ce que je peux peut-être mentionner là, de surplus, en fait, c'est que les personnages sont très, très fouillés, ils sont très complets, ils ont aussi une grande part d'ombre. On est très ancré dans le quotidien et tu m'indiquais qu'il y avait un rapport à la nourriture qui était quand même assez rigolo, qu'on retrouve aussi dans le shonen et dans mangaka. Puis en plus de ça, le rapport avec le manga, les codes sont même respectés jusque dans la fabrication du livre. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Oui, alors lorsqu'on s'est téléphoné avec Clémence pour parler de plus ample manière du projet, dès la jeunesse, dès ce coup de fil en septembre dernier, il y a un an et demi, quelque chose comme ça,
dès ce coup de fil bourré d'enthousiasme, on a décrété qu'il fallait respecter le code du manga jusque dans la fabrication, donc avec une belle jaquette, une illustration de couverture, ce qu'on appelle un eye catch, donc c'est-à-dire un rappel de la couverture à l'intérieur même du roman, qui n'est pas illustré, hein, pourtant. C'est bien un roman, c'est pas un manga et c'est pas un roman illustré non plus, mais il y a un eye catch. Et ça, on le voit très souvent dans les séries de manga, dans les séries animées ou d'ailleurs dans les mangas eux-mêmes. Et on a fait également appel à une vraie mangaka française, une vraie illustratrice, et non pas seulement, entre guillemets, une graphiste, pour faire la couverture, les illustrations. Et du coup, moi, ça me tenait véritablement à cœur qu'on fasse appel à quelqu'un voilà, qui savait ce que c'était que le manga et qui était en plus une jeune illustratrice ça collait vraiment avec le propos du roman, en fait. Pour moi, c'était vraiment très important, et pour Clémence, ça l'était également. Voilà. Et en fait, cette fabrication-là nous permet, hein, on a aussi le petit format, la jaquette, l'illustration. Ça permet en fait pour les libraires de peut-être le mettre pas très loin justement du rayon manga et d'inciter peut-être un lecteur de manga à proprement parler à passer vers le roman, euh, ce qui est quand même un beau projet en soi dans ce cas-ci. Puis pour finir, parce que c'est sans doute le côté de ton roman qui me plaît le plus, est-ce que tu peux nous parler de ton rapport à la création, en fait, au processus créatif? Parce que, en quelque sorte, le personnage d'Asuka, c'est toi, c'est l'auteur. Oui, alors j'ai réfléchi à ça entre deux, et j'ai fini par formaliser un peu les choses en me disant, voilà, Azuka, c'est moi, c'est vrai, la personne dans le roman qui est en recherche de l'apprentissage de l'écriture, c'est mon double en réalité. Donc Azuka, c'est moi, mais je comprends Ina, Aoki m'intimide, et j'aimerais bien ne pas me méfier de Cloud. Voilà ce que je pourrais dire des personnages. Bon, pour en revenir à Azuka, c'est effectivement un personnage qui ne sait pas écrire, qui voudrait apprendre à écrire. Elle sait dessiner, mais elle ne sait pas écrire. Et il me tenait vraiment, enfin vraiment, le propos fondamental de mangaka, c'est le processus de création. Et je voulais mettre en lumière, mettre en valeur tout ce qui se passait dans les rouages internes quand on était face à la nécessité urgente de créer, car le Renjiro approche à grands pas. Dans 5 mois, 4 mois, Asuka, elle doit rendre sa copie, et donc elle doit se dépêcher. Elle n'a pas de temps à perdre en réalité. Et il se trouve que quand j'ai écrit Mangaka, j'ai écrit les 1000 pages en 8 mois, et donc moi non plus, j'avais pas de temps à perdre. Pour le coup, vraiment pas le temps de traîner et assez peu le temps de me poser des questions. Quand je me les posais, c'était vraiment à très haute intensité. Alors, voilà. Donc oui, c'est aussi un roman, et c'est d'abord un roman en fait qui parle de création. Ça, pour moi, c'était fondamental. Écoute, Thibaut, merci beaucoup. Euh, je vais te surprendre un peu ici parce que ce n'était pas dans notre déroulé, mais je vais quand même te laisser l'occasion. Est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais, un mot que tu aimerais adresser à ton public québécois avant qu'on se Oui, quitte? alors déjà, je suis ravi de m'adresser à mon public québécois, hein, dans un premier temps. Et ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire d'intéressant? Eh bien, continuer à lire, c'est fondamental. La lecture, c'est un refuge. Continuer voilà, à transmettre les livres aussi. La lecture, c'est un refuge, c'est absolument, c'est d'une importance capitale dans notre monde où on a tendance à tout faire à 100 à l'heure, et même plus. Et réussir à prendre un livre et à se poser dans un fauteuil, c'est déjà une petite victoire sur notre guerre du quotidien. Alors, je parle beaucoup de guerre, guerre interne, guerre du quotidien, mais c'est vrai, voilà, quand on a une vie active, quand on a des enfants, quand on a un boulot, prendre un livre, réussir à prendre le temps de lire un livre, c'est vraiment une victoire. Et c'est quelque chose dont on sort toujours grandi. Voilà, ça fait partie de mon programme Devenir de meilleurs êtres humains, hein. Ben, écoute, Thibaut, c'est un très, très beau programme. On va suivre la parution de Mangaka, donc on peut déjà lire le premier au Québec. Le deuxième va arriver au printemps et le tome 3 et 4 là, à l'automne. Donc, on va aller lire ça avec grand plaisir. Merci d'avoir pris ce temps avec nous. Je te souhaite une très Ben, belle journée. merci à toi aussi Marlène, merci à vous.